Salut, c'est Blouson, comment ça va les mecs? Tranquille, aïe aïe aïe. Au calme. Bon, tant mieux, parce qu'aujourd'hui, on va parler des muscles qui se parasitent entre eux. What does it mean, quoi? Eh ben, un muscle parasite, c'est un muscle qui, de par sa surpuissance, si je puis dire, va venir parasiter le développement d'un autre muscle qu'on appellera ici le muscle défaillant. En gros, je vais te parler de comment un point fort va générer peut-être un point faible dans ta musculature et de comment se débarrasser de ce problème. C'est parti! Ok, donc un muscle se retrouve parfois en point fort dans ta musculature pour diverses raisons, ça dépend de ta génétique, de ton passé sportif, sans doute de pas mal de facteurs environnementaux, mais à vrai dire c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. L'important ici c'est que les muscles que tu as en point fort vont peut-être devenir des muscles parasites. Quelques exemples peut-être? Ouais. On peut avoir par exemple les biceps qui sont tellement développés qu'ils vont prendre en charge tout l'effort pendant les exercices de dos comme les tirages ou les rowing. Les biceps sont donc à ce moment-là des muscles parasites pour le dos. Tu comprends? Je perçois. De la même façon, les triceps ou les deltoïdes antérieurs, donc l'avant de l'épaule, peuvent venir parasiter le travail des pectoraux sur les mouvements de développé, que ce soit du développé couché, incliné, à la barre ou aux haltères, peu importe, tout simplement parce que les développés sont des mouvements de base qui vont recruter beaucoup de muscles en plus des pectoraux, et particulièrement les triceps et l'avant de l'épaule. On a aussi les trapèzes qui peuvent venir parasiter les épaules. Dans les mouvements par exemple d'élévation, quand tu fais des élévations latérales, tu peux totalement tricher avec ton trapèze, sans même t'en rendre compte si tu fais pas attention. Également, on a les grands ronds et les dorsaux, dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, qui peuvent se parasiter l'un l'autre puisqu'ils assurent à peu près la même fonction. On a aussi le deltoïde postérieur, qui est donc l'arrière de l'épaule, qui peut venir parasiter le travail des grands dorsaux dans tous les mouvements de tirage. Quelques autres exemples, on a aussi les lombaires, les ischio-jambiers ou les fessiers qui peuvent se concurrencer les uns les autres dans le mouvement du soulevé de terre par exemple. On a aussi les avant-bras qui peuvent parasiter le travail des biceps dans les mouvements de curl. Bon là je t'ai résumé les exemples les plus connus, mais il en existe beaucoup d'autres. Et puis on a un dernier cas de figure, c'est quand un côté du corps parasite l'autre côté. Donc par exemple le triceps gauche qui est plus fort que le droit qui va venir parasiter pendant le développé couché. Qu'est-ce qui se passe quand un tel cas de figure se présente? Et bah au fur et à mesure que tu continues à travailler comme ça, le muscle parasite va devenir de plus en plus fort et imposant. Tandis que le muscle défaillant, lui, ne va jamais se développer. Tout simplement parce que ce sont toujours les muscles qui sont en avance qui sont recrutés en priorité. Ça s'explique en fait par le fonctionnement de notre système nerveux. Plus on fait un mouvement et plus notre système nerveux s'adapte pour pouvoir faire ce mouvement de plus en plus facilement. Et donc notre corps apprend de mieux en mieux à recruter le muscle parasite au détriment toujours du muscle défaillant. En fait, c'est un apprentissage négatif. Et c'est bien casse-burne de s'en débarrasser! Le problème qui se pose à ce moment-là, c'est que le jour où tu t'en rends compte et que tu décides de corriger ça, et bah plus ça fait longtemps que tu t'entraînes comme ça, et plus ce sera difficile de rattraper la situation. Parce que ton corps et ton système nerveux auront mis en place tout ce qu'ils peuvent pour faire de mieux en mieux ce que tu leur demandais. C'est-à-dire recruter le muscle parasite. Ça a l'air horrible quand t'en parles. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Et bah la stratégie pour contrer ça et rattraper un muscle défaillant, ça va être déjà dans un premier temps de s'en rendre compte, évidemment, par le ressenti, par l'aspect physique non proportionné entre deux muscles, ou par la stagnation d'un muscle en particulier, tandis que le muscle parasite, lui, progresse bien. C'est vraiment important de t'en rendre compte au plus tôt dans ta pratique, et donc de commencer à y faire attention dès aujourd'hui. Ensuite, je vais quand même te donner plusieurs méthodes pour rattraper ton muscle défaillant, évidemment. Tout d'abord, tu vas devoir apprendre le recrutement moteur de ton muscle défaillant. Je te veux dans mon équipe. Gros level d'humour dans cette émission. Bref, pour faire ça, tu vas devoir faire des exercices d'isolation en série longue et légère. Pourquoi? Excellente question. Simplement parce que le but ici est avant tout d'apprendre à sentir le muscle travailler, à découvrir la sensation de sa contraction, pour pouvoir la reproduire à l'avenir. Si on prend lourd, on va tricher le mouvement en s'aidant des autres muscles, et l'exercice devient à ce moment-là complètement con. Ouais. De même, si on prend léger mais qu'on fait des séries courtes, on n'aura tout simplement pas le temps de sentir le muscle travailler. Là encore, l'exercice devient complètement con. C'est ça. Voilà pourquoi on fait des séries longues et légères. Ce qu'on recherche ici avant tout, c'est la sensation de brûlure musculaire. Le but est d'apprendre à ton corps à contracter un muscle qui ne se contractait que peu, voire pas du tout. C'est donc un processus long pour que les nerfs qui arrivent jusqu'au muscle défaillant deviennent plus sensibles et plus réceptifs. C'est normal, les mecs avaient l'habitude de pioncer au calme 20 heures par jour, et là tu leur demandes, comme par magie, de se lever à 6 heures du mat pour ramener le pain à toute la famille. Donc il y a un temps d'apprentissage avant qu'ils aient terminé de s'en plaindre. Cette métaphore se barre en couille. Parce que tu peux faire mieux. Les nerfs qui innervent les muscles défaillants sont comme des Pokémon niveau 2. Tu vas pas les emmener combattre le conseiller des 4 tout de suite, non. Tu vas passer du temps dans les hautes herbes, dans les arènes, les faire évoluer, et c'est seulement une fois qu'ils seront prêts, avec tous les badges en poche, que tu pourras devenir un maître de la ligue. Bon, tu veux faire l'émission à ma place la prochaine fois?
Mais tu marques un point, les séries longues et légères font office de phase de gain d'expérience. Tu auras donc besoin d'en faire beaucoup afin d'apprendre pleinement le recrutement moteur du muscle défaillant. En pratique, comment tu vas faire? Ouais, parce que pour l'instant, on capte pas quoi. Tu devras faire un exo de 3 à 5 séries de 20 à 100 répétitions. La fourchette de répétition est super large, hein, mais pour savoir combien tu dois en faire exactement, c'est pas compliqué. Si tu fais des séries de 20 avec un poids léger et que tu arrives à réveiller cette sensation musculaire qui te manquait auparavant, bah c'est bon. Mais si tu n'y parviens pas, il faudra prendre à ce moment-là un poids encore plus léger et faire des séries encore plus longues et tu peux aller jusqu'à 100. Quand est-ce que je dois placer cet exercice? Tu peux le mettre un peu quand tu veux en fait, puisque c'est un travail très léger et rapide, ton muscle n'aura pas besoin de beaucoup de temps pour récupérer. Donc tu peux placer ce type d'exercice en début, en fin ou au milieu de n'importe quelle séance. Mais on va voir quand même qu'il y a 2 moments qui sont très intéressants, ça va être en pré-fatigue et en post-fatigue. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors d'abord la pré-fatigue, ça consiste à faire un exercice d'isolation juste avant un exercice de base. Le but est de pré-fatiguer le muscle défaillant juste avant un exercice plus complet afin de mieux le sentir et de pouvoir consciemment mieux le recruter pendant cet exercice plus complet. Pour la pré-fatigue, tu as le choix de faire soit plusieurs séries d'isolation juste avant l'exercice de base, soit de faire une série d'isolation avant chaque série de l'exercice de base sans temps de repos. Je te donne un exemple pour davantage de clarté. Tu as les pecs en retard à cause de tes triceps qui sont trop forts. À ce moment-là, tu vas faire des écartés au poulie vis-à-vis, donc pour les pecs, juste avant le développé couché. Ça, c'est une façon de faire de la pré-fatigue. Alors évidemment, ça va niquer tes perfs au développé couché, hein. Ça c'est sûr, c'est inévitable. Mais il faut en passer par là pendant un temps pour pouvoir ensuite faire exploser tes pecs. Il faut savoir une chose importante, c'est que la pré-fatigue, elle marche parfois très bien et parfois elle fait tout foirer. Je vais te donner 2 exemples pour clarifier ça. D'un côté, tu pré-fatigues tes quadriceps au leg extension juste avant de passer au squat pour contrer tes fessiers qui prennent habituellement en charge la totalité de l'effort. Mais voilà, une fois arrivé au squat, tes quadriceps sont épuisés et donc tes fessiers prennent encore plus le relais que d'habitude. Donc là, la pré-fatigue est foireuse. D'un autre côté, tu pré-fatigues tes grands ronds avant de passer aux tractions. Donc les grands ronds, c'est les petits muscles du dos ici. Quand tu passes aux tractions, tes grands ronds sont en quelque sorte réveillés par la série de pré-fatigue et ton corps est en train d'apprendre et de découvrir la sensation de leur contraction. Il se met donc à les utiliser pendant les tractions. Là, la pré-fatigue est vraiment utile. Mais alors, qu'est-ce qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas? En fait, il semble que la pré-fatigue marche mieux sur les muscles qui ne représentent qu'une fraction de l'effort d'un exercice. Donc les petits muscles comme les biceps, les triceps ou une portion du deltoïde, etc. Plutôt que les gros muscles qui prennent en charge la majeure partie de l'effort comme les pecs ou le dos. Encore une fois, ce sont des tendances. Il est quand même possible que tu réagisses super bien en pré-fatiguant un gros muscle. On va donc se retrouver dans le cas de figure que j'aime tout particulièrement en musculation et qu'on retrouve tout le temps, celui où tu vas devoir tester par toi-même. Démerde-toi. Mais que faire si on est dans le mauvais cas de figure et que la pré-fatigue nous handicape plutôt qu'autre chose? Ben là c'est le cas extrême, mais tu peux avoir besoin de cesser totalement d'entraîner le muscle parasite pendant un temps, jusqu'à ce qu'il régresse et que tu puisses rétablir la balance. Et comme je t'ai dit, ça peut être long et dur. Comme ma grosse b. Ensuite on a la post-fatigue du muscle défaillant. Là le principe est le même que la pré-fatigue, hein, sauf que tu vas placer ta série d'isolation juste après ta série de l'exercice de base, hein, sans temps de repos, tu enchaînes directement. Le seul gros intérêt par rapport à la pré-fatigue, c'est que ça va moins entraver tes performances, puisque l'exercice de base va se trouver juste après un temps de repos. Donc tu feras une meilleure perf, en fait, tu pourras juste soulever plus lourd. Et ça fonctionne de la même façon que la pré-fatigue, puisque ton exercice d'isolation aura quand même bien réveillé ton muscle défaillant pour la série suivante. Au final, les perfs sont quand même amoindris, puisqu'il y a quand même un exercice d'isolation entre chaque série, hein, donc c'est pas évident. Ce qui fait que c'est plus une question de préférence personnelle que de réelle différence entre la pré-fatigue et la post-fatigue. C'est toi qui le vois, frère. Enfin, on a le cas de figure de la différence entre les 2 côtés du corps. Par exemple, si tu as un biceps plus développé que l'autre, il est possible que pendant, par exemple, le curl bar, ton biceps plus développé prenne en charge 75% de l'effort, ce qui va venir parasiter le travail du biceps en retard. En plus, ça va continuer à creuser l'écart à chaque fois que tu le feras comme ça. La solution réside tout simplement dans l'unilatéral, donc le fait de travailler un seul côté à la fois, ou dans l'utilisation d'haltères plutôt que d'une barre, comme ça chaque côté travaille dans son coin et tout le monde est content. En cas de retard d'un côté, sache quand même que si tu en as un et que tu veux le rattraper, ça ne se fera jamais tout seul par l'opération du Saint-Esprit. Non, il va falloir faire davantage de séries sur le côté en retard, voire même cesser d'entraîner le côté qui est en avance pendant un temps. Ouais, entraîner que le bras gauche pendant 3 mois, ça existe. Un dernier conseil pour définitivement annihiler le problème du muscle défaillant et du muscle parasite, c'est tout simplement d'en faire une priorité pour toi. Ça veut dire le taffer très souvent, voire même tous les jours. Tu peux te le permettre parce que c'est des séries légères, donc ton muscle récupère super vite. Rappelle-toi que ce n'est qu'un exercice d'apprentissage de recrutement moteur.
Le but ici, c'est pas de te faire doubler de volume. Il va donc falloir t'acharner jusqu'à ce que le problème n'en soit plus un. Voilà, dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo. Corrige-moi si j'ai fait une erreur, hein, je le redis, mais je pense qu'on est tous là pour grandir ensemble et ça passe tout simplement par l'entraide. Moi, je te dis à la prochaine dans une future vidéo, sans doute sur un sujet passionnant. Allez, bisous. Yeah. What does that even mean, quoi? Comment